Le 13 mai 1940, à 6 heures du matin, le lieutenant Pierre Le Glohon scrutait l'horizon depuis le cockpit de son Devoitine 520. Le ciel au-dessus de la base aérienne de Beauvais-Tillé vibrait sous le grondement des moteurs Hispano-Suiza. 3 appareils ennemis venaient d'être repérés en approche. C'était le moment que tous attendaient, avec une angoisse mêlée d'espoir. Le seul chasseur français capable de défier le redoutable Messerschmitt 109 allait enfin prouver sa valeur au combat. Le Glohon poussa les gaz à fond. Son appareil bondit en avant, rapidement et avec force. À 534 km/h, le Devoitine filait vers l'ennemi avec détermination. Les 3 silhouettes se précisèrent rapidement. Des Henschel 126, ces avions de reconnaissance tactique qui scrutaient les positions françaises depuis des semaines. Le premier passa dans sa ligne de mire. Le canon de 20 mm ouvrit le feu. L'appareil allemand explosa en plein vol. Puis ce fut au tour du deuxième, puis du troisième. En moins de 15 minutes, 3 victoires. Le baptême du feu s'annonçait triomphal. Pourtant, cette victoire éclatante cachait une réalité cauchemardesque. Lorsque la France avait déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, elle ne disposait que de 1200 avions dits modernes, comprenant 826 chasseurs et de 1500 datant des années 30. La chasse se composait de Curtiss Hawk 75A, commandé aux États-Unis en 1938, de Morane Saulnier 406, de Potez 63 et de vieux Devoitine 500 et 510. Les bombardiers n'étaient guère mieux lotis avec leurs Block 200 et 210 et leurs Amio 143. Face à cette force aérienne vieillissante, l'Allemagne alignait déjà près de 10 000 appareils modernes. L'armée de l'air française était globalement impréparée à une invasion. Au début de l'offensive, en mai 1940, la France ne pouvait aligner que 1500 appareils, dont 784 chasseurs. Un nombre largement insuffisant face à la supériorité numérique allemande. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne unique. Merci, continuons. Tout avait commencé en juin 1936, lorsque le ministère de l'Air formula la demande d'un chasseur moderne, rapide, à fort taux de montée et faible distance de décollage. Il était censé remplacer les vieux Devoitine 510 qui prenaient de l'âge. Émile Devoitine, ingénieur visionnaire et constructeur réputé, entreprit de sa propre initiative et sur ses fonds propres la conception d'un chasseur moderne capable de dépasser 520 km/h. Son ambition dépassait les attentes officielles. Il voulait créer un appareil révolutionnaire qui surclasserait tous les chasseurs existants. Il proposa d'abord plusieurs esquisses, mais elles furent jugées insuffisantes par les autorités. Face aux hésitations bureaucratiques et aux atermoiements sur la modernisation de l'aviation française, 2 longues années s'écoulèrent avant qu'il n'obtienne enfin l'autorisation de construire 3 prototypes en 1938. Le projet, baptisé Devoitine 520, était en monoplan à aile basse et train d'atterrissage escamotable. Les lignes de l'appareil étaient pures, élégantes et aérodynamiques. Chaque courbe avait été dessinée pour réduire la traînée aérodynamique au minimum. Le cockpit reculé donnait à l'avion une silhouette distinctive et caractéristique. Le 2 octobre 1938, le prototype s'arracha du sol pour la première fois. Les ingénieurs et techniciens retinrent leur souffle. L'appareil monta avec une grâce surprenante, puis disparut dans les nuages. Quand il revint se poser, les résultats étaient décevants. Les premiers relevés indiquaient une vitesse maximale de seulement 480 km/h. 40 km de moins que prévu. Un échec cuisant. Les analyses révélèrent rapidement la cause du problème. Les radiateurs installés sous les ailes créaient une résistance excessive qui freinait l'appareil. Devoitine ordonna immédiatement des modifications drastiques. Les radiateurs furent retirés des ailes et remplacés par un unique grand radiateur installé sous le fuselage, équipé d'un éjecteur à la sortie. Cette solution audacieuse promettait d'améliorer considérablement les performances. Mais un incident se produisit lors des essais suivants. Le prototype effectua un atterrissage sur le ventre et subit des dommages non négligeables. Plutôt que de perdre du temps en réparation, les ingénieurs décidèrent d'installer directement le moteur plus puissant Hispano-Suiza 12Y29. Ils ajoutèrent également des tuyaux d'échappement à effet éjecteur et une hélice à pas variable. Ces améliorations transformèrent complètement l'appareil. Lors du vol suivant,
le Devoitine 520 atteignit enfin sa vitesse de conception. Puis il la dépassa. 550 km/h à 5180 mètres d'altitude. L'équipe était satisfaite des résultats, mais ce n'était que le début. L'appareil grimpa jusqu'à 8000 mètres en moins de 13 minutes. Sa résistance structurelle était exceptionnelle. En 1939, lors d'un piqué vertigineux, il atteignit 825 km/h sans montrer le moindre signe de faiblesse. Il se révélait plus rapide de 40 km/h que le Messerschmitt 109 E3, bien qu'un peu moins manœuvrable. Les essais d'armement furent tout aussi prometteurs. Un canon fixe de 20 mm tirant à travers le moyeu de l'hélice, accompagné de 4 mitrailleuses de 7,5 mm sur le bord d'attaque des ailes. Une puissance de feu redoutable. Les commandes affluèrent. 2350 appareils furent commandés dans l'enthousiasme. La France tenait enfin son chasseur moderne tant attendu. Mais la réalité technique ralentit considérablement la production. Le moteur souffrait de graves problèmes de refroidissement. Les ingénieurs travaillaient intensément pour résoudre ces défaillances. La production avançait au ralenti. Quand l'invasion commença en mai 1940, seuls 36 Devoitine 520 étaient opérationnels. 36 chasseurs pour arrêter l'offensive allemande. C'était dérisoire. La production continua durant la bataille de France dans des conditions chaotiques, atteignant péniblement 403 exemplaires. Trop peu, trop tard. Le manque de temps constituait le principal obstacle, plus important encore que la supériorité technique des Messerschmitt. Le lendemain, le 14 mai 1940, les pilotes du Devoitine 520 remportèrent leur première victoire contre des chasseurs ennemis. 2 Messerschmitt 109 et 2 Messerschmitt 110 tombèrent sous leurs coups. Ces résultats confirmaient que l'appareil français pouvait effectivement affronter les meilleurs chasseurs allemands. Mais la confrontation la plus spectaculaire eut lieu contre l'aviation italienne. Le 15 juin, 6 Devoitine 520 interceptèrent une formation d'attaque composée de 20 chasseurs Fiat CR-42 qui se dirigeaient vers un aérodrome frontalier français. Le combat tourna rapidement à l'avantage des Français. Les biplans italiens, dépassés technologiquement, ne purent rien faire face à la vitesse et à la puissance de feu supérieure du monoplan français. Au début de l'été, la Regia Aeronautica ne possédait encore aucun appareil capable de rivaliser avec les nouvelles productions françaises. Les performances du Devoitine 520 impressionnaient sur le papier. L'appareil mesurait 8,76 m de longueur pour 10,20 m d'envergure et 2,50 m de hauteur. Sa surface à l'air atteignait 16 m². La masse à vide s'élevait à 2 tonnes 125 kg, tandis que la charge maximale au décollage atteignait 2 tonnes 780 kg. Le moteur Hispano-Suiza 12Y45 développait 935 chevaux et actionnait une hélice tripale à pas variable de 3,10 m de diamètre. Cette puissance permettait à l'appareil d'atteindre 534 km/h en vitesse maximale et 435 km/h en vitesse de croisière. La vitesse ascensionnelle atteignait 690 mètres par minute, permettant de grimper à 8000 mètres en moins de 13 minutes. Le plafond pratique se situait à 10 500 mètres. L'autonomie standard permettait de franchir 890 km, extensible jusqu'à 1250 km sur les versions tardives équipées de réservoirs supplémentaires. L'armement se composait d'un canon Hispano-Suiza HS404 de 20 mm, tirant à travers le moyeu de l'hélice avec 60 obus en réserve, complété par 4 mitrailleuses Mac 1934 de 7,5 mm montées dans les ailes avec 675 cartouches par arme. Cette configuration offrait une puissance de feu nettement supérieure à celle des chasseurs français précédents. Le canon de 20 mm possédait une excellente balistique, malgré une cadence de tir relativement modeste. Les pilotes appréciaient particulièrement la précision de cette arme, qui compensait le nombre limité de munitions disponibles. Toutefois, l'appareil présentait 2 défauts majeurs qui limitaient son efficacité. Le cockpit fortement reculé vers l'arrière réduisait considérablement la visibilité au sol, compliquant les manœuvres de décollage et d'atterrissage. De nombreux accidents survinrent à cause de cette particularité, particulièrement parmi les pilotes inexpérimentés qui ne maîtrisaient pas encore les subtilités de l'appareil.
Le second problème concernait la complexité du pilotage. Le Devoitine 520 exigeait une grande habileté et une longue formation. Les jeunes pilotes fraîchement sortis des écoles de pilotage éprouvaient des difficultés importantes à maîtriser cette machine exigeante. Cette caractéristique allait avoir des conséquences dramatiques lorsque l'appareil tomberait entre les mains de forces moins expérimentées. Pendant la bataille de France, les groupes de chasse équipés de Devoitine 520 combattirent héroïquement aux côtés des autres appareils français et des Hurricanes britanniques. Les pilotes français revendiquèrent au moins 108 victoires confirmées, probablement 150 au total, pour 85 pertes. Ces chiffres témoignaient de l'efficacité de l'appareil, malgré son arrivée tardive et son déploiement limité. Mais 120 chasseurs modernes ne pouvaient pas arrêter une offensive impliquant des milliers d'appareils ennemis. Le Devoitine 520 contribua néanmoins à ralentir l'avancée allemande dans une certaine mesure, infligeant des pertes significatives à la Luftwaffe dans tous les secteurs où il opérait. Lorsque l'armistice fut signé en juin 1940, 165 Devoitine 520 et leurs pilotes réussirent à fuir vers l'Afrique du Nord, alors contrôlée par le gouvernement de Vichy. 3 appareils parvinrent jusqu'en Angleterre. 153 restèrent en métropole occupée. La production ne s'arrêta pas avec la défaite. En avril 1941, l'Allemagne autorisa la France à construire 550 Devoitine 520 pour son propre usage, à condition d'en produire également pour la Luftwaffe. Cette décision surprenante s'expliquait par le besoin allemand d'avions d'entraînement et de défense pour les territoires occupés. Finalement, 349 appareils furent réalisés sous le régime de Vichy et 139 pour les forces allemandes. Lors de l'invasion de la zone non occupée en novembre 1942, les Allemands s'emparèrent de 246 Devoitine 520. L'Italie en captura 60 qu'elle affecta à la défense de Naples et de Turin. Les Allemands utilisèrent leur prise pour l'entraînement de leurs pilotes au combat aérien. Cette utilisation révéla rapidement les limites de l'appareil. Les jeunes pilotes allemands, formés sur des appareils plus simples, multiplièrent les accidents. Le Devoitine 520 se montrait trop exigeant pour des aviateurs inexpérimentés. Paradoxalement, cette difficulté de pilotage contribua peut-être davantage à affaiblir l'effort de guerre allemand que les victoires remportées par l'appareil pendant la bataille de France. Les Allemands livrèrent environ 100 Devoitine 520 à la force aérienne bulgare en 1943. La Bulgarie, alliée de l'Axe, avait besoin d'urgence de chasseurs modernes pour défendre son espace aérien contre les raids de bombardement alliés qui s'intensifiaient. Une commission bulgare, composée de l'ingénieur Kirill Petkov et du technicien Tsolov, se rendit à Vichy pour examiner les appareils proposés. Après approbation, un contrat fut signé pour la livraison de 120 Devoitine 520 avec pièces de rechange. En réalité, seulement 96 machines furent effectivement livrées. Ces chasseurs français allaient bientôt affronter les bombardiers américains dans le ciel de Sofia. En juin 1941, le gouvernement de Vichy envoya des unités aériennes en Syrie pour défendre ce territoire contre les forces alliées qui cherchaient à prendre le contrôle de la région. Les Devoitine 520 constituaient l'épine dorsale de cette force de défense. Durant cette campagne, les pilotes français accomplirent 99 missions sur un total de 266 sorties effectuées par l'ensemble des forces aériennes vichistes. Les combats furent intenses et sanglants. Les Devoitine 520 remportèrent 31 victoires confirmées contre les appareils alliés, principalement des Hurricanes britanniques et des avions australiens. 11 appareils furent perdus en combat aérien. 24 autres furent détruits par la défense anti-aérienne, les accidents ou les bombardements au sol. Ces pertes importantes révélaient la violence des affrontements dans le ciel syrien. La force aérienne vichiste en Syrie disposait d'un nombre relativement important d'appareils, mais elle souffrait d'un problème critique. Les pièces détachées manquaient cruellement. Chaque avion endommagé devenait irrécupérable faute de composants de remplacement. Les mécaniciens improvisaient avec les moyens du bord, cannibalisant certains appareils pour en maintenir d'autres en état de vol. Cette situation empêchait de maintenir l'entière opérabilité de la flotte de Devoitine 520. Progressivement, le nombre d'appareils disponibles diminua jusqu'à rendre impossible toute résistance efficace. La campagne de Syrie se termina par une défaite pour les forces de Vichy en juillet 1941. En Europe, la situation prenait une tournure différente. La Bulgarie avait reçu ses premiers Devoitine 520 à la fin de l'année 1943. Le pays faisait face à une menace croissante.
Les bombardiers américains de la 15e armée aérienne, basée en Italie, effectuaient des raids réguliers contre les objectifs stratégiques dans les Balkans. Sofia, la capitale bulgare, constituait une cible prioritaire en raison de ses installations industrielles et de son importance comme nœud ferroviaire. Les Bulgares intégrèrent les chasseurs français dans leurs unités de défense aérienne aux côtés des Messerschmitt 109 G2 qu'ils avaient également reçus de l'Allemagne. Le 20 décembre 1943, une force aérienne américaine massive apparut dans le ciel de Sofia. 50 bombardiers B-24 Liberator, escortés par 100 chasseurs P-38 Lightning, se dirigeaient vers la ville. L'alerte fut immédiatement donnée. 36 Dewatyn 520 décollèrent de l'aérodrome de Vrajdebna, tandis que 20 Messerschmitt 109 G2 s'élançaient depuis la base de Bojurište. Les chasseurs bulgares grimpèrent rapidement pour intercepter la formation ennemie avant qu'elle n'atteigne ses objectifs. Le combat qui s'ensuivit fut d'une violence exceptionnelle. Les chasseurs P-38, rapides et puissants, tentèrent de protéger les bombardiers contre les attaques bulgares. Les Dewatyn 520 utilisèrent leur maniabilité supérieure pour éviter les Lightning et s'approcher des B-24 lourdement chargés. Les pilotes bulgares découvrirent rapidement que leur armement était efficace contre les gros bombardiers. Les canons de 20 mm infligeaient des dégâts considérables aux structures des B-24. Plusieurs bombardiers américains commencèrent à perdre de l'altitude, touchés par les tirs précis des chasseurs français. Mais les combats étaient dangereux. Les tourelles défensives des bombardiers crachaient des rafales continues de mitrailleuses de 12,7 mm. Les chasseurs d'escorte P-38 fonçaient sur tout appareil bulgare qui s'approchait trop près des formations de bombardiers. Plusieurs Dewatyn 520 furent touchés et durent se retirer du combat. D'autres ne revinrent jamais à leur base. Entre le début de leur engagement en 1943 et le changement de camp de la Bulgarie en septembre 1944, les Dewatyn 520 bulgares remportèrent 10 victoires confirmées contre les forces alliées. 8 bombardiers et 2 chasseurs tombèrent sous leurs canons. En échange, 5 Dewatyn 520 furent perdus en combat aérien. Ces chiffres témoignaient de l'efficacité relative de l'appareil français, même face à des adversaires technologiquement avancés. Les pilotes bulgares appréciaient la robustesse de la construction et la puissance du canon de 20 mm. Cependant, ils constataient également que la vitesse de pointe du Dewatyn 520 était inférieure à celle des chasseurs américains les plus récents. En septembre 1944, la situation politique changea radicalement. L'armée rouge approchait des frontières bulgares. Le gouvernement bulgare décida de rompre son alliance avec l'Allemagne et de rejoindre le camp allié. Cette décision eut des conséquences immédiates pour l'aviation bulgare. Les 415 avions dont disposait la Bulgarie furent placés sous le commandement du 3e front ukrainien soviétique. 276 appareils participèrent effectivement aux opérations de combat, organisées en 6 formations distinctes. Les Dewatyn 520 rejoignirent le 6e régiment d'aviation de chasse aux côtés des Messerschmitt 109 G6. Ces mêmes appareils, qui avaient combattu les Alliés pendant 1 an, allaient désormais combattre les forces allemandes. Cette transition créa des situations paradoxales. Des pilotes bulgares qui avaient abattu des bombardiers américains quelques mois auparavant volaient maintenant dans le cadre d'opérations conjointes avec les forces soviétiques contre les positions allemandes. Les Dewatyn 520 effectuèrent des missions d'appui rapproché, d'escorte et d'interception contre l'aviation allemande. Les mécaniciens bulgares continuaient à maintenir ces appareils français avec les pièces détachées qu'ils avaient reçues l'année précédente. La situation logistique devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure que les stocks s'épuisaient. Certains appareils durent être immobilisés faute de composants essentiels. Néanmoins, les Dewatyn 520 bulgares continuèrent à voler jusqu'à la fin de la guerre en Europe. Les Allemands avaient capturé un nombre considérable de Dewatyn 520 après l'invasion de la zone libre en novembre 1942. La Luftwaffe décida d'utiliser ces appareils principalement pour l'entraînement de ses jeunes pilotes. Cette décision semblait logique sur le papier. Les chasseurs français étaient disponibles en grand nombre et ne nécessitaient pas de détourner la production allemande vers des missions secondaires. Cependant, la réalité se révéla bien différente des attentes. Les instructeurs allemands découvrirent rapidement que le Dewatyn 520 était un appareil extrêmement exigeant qui ne pardonnait pas les erreurs de pilotage. Les jeunes aviateurs allemands, formés sur des appareils d'entraînement plus dociles,
rencontraient des difficultés majeures lors de leurs premières heures de vol sur le chasseur français. Les accidents se multiplièrent dans les écoles de pilotage allemandes. Des appareils s'écrasèrent lors de décollages ratés, d'autres furent détruits pendant des atterrissages mal contrôlés. Le cockpit reculé posait des problèmes particuliers. Les élèves pilotes ne parvenaient pas à évaluer correctement leur position par rapport au sol pendant les phases d'approche. Plusieurs collisions avec le terrain survinrent à cause de cette mauvaise appréciation des distances. Les caractéristiques de vol du Dewoittin 520 en basse vitesse compliquaient également les manœuvres. L'appareil devenait instable et difficile à contrôler lorsque la vitesse diminuait trop, une situation fréquente pendant les exercices d'entraînement. Les pertes d'appareils et de pilotes atteignirent des niveaux inacceptables. Face à cette situation, les autorités allemandes limitèrent progressivement l'utilisation des Dewoittin 520 dans les programmes de formation. Les appareils survivants furent réaffectés à des tâches moins risquées ou simplement stockés. Certains furent envoyés sur le front de l'Est pour des missions de défense locale contre les raids de partisans, mais ces déploiements restèrent marginaux. La contribution effective des Dewoittin 520 à l'effort de guerre allemand fut donc bien inférieure à ce qui avait été espéré initialement. Les difficultés de pilotage transformèrent ce qui aurait pu être un atout en un fardeau coûteux en vie humaine et en ressources. La Regia Aeronautica italienne reçut 36 Dewoittin 520 capturés après l'occupation de la zone sud de la France en novembre 1942. 30 appareils supplémentaires furent obtenus directement des Allemands dans les mois suivants. L'aviation italienne affecta ses chasseurs français à la défense de Naples et de Turin, deux villes industrielles majeures régulièrement visées par les bombardiers alliés. Les pilotes italiens rencontrèrent les mêmes problèmes que leurs homologues allemands. Le Dewoittin 520 se révéla difficile à maîtriser et plusieurs accidents endeuillèrent les unités italiennes. Néanmoins, certains pilotes expérimentés parvinrent à exploiter efficacement les capacités de l'appareil dans des missions d'interception. Après l'armistice italien de septembre 1943, 3 Dewoittin 520 tombèrent entre les mains de l'Aeronautica Nazionale Repubblicana, l'aviation de la République sociale italienne fasciste qui continuait à combattre aux côtés de l'Allemagne. Ces 3 appareils avaient précédemment servi dans le 3e Gruppo. Leur utilisation par cette force aérienne resta limitée en raison du manque de pièces de rechange et de carburant. Les derniers mois de la guerre en Italie virent ces chasseurs français cloués au sol, incapables de participer au combat, faute de moyens logistiques. En France même, la situation évoluait rapidement après le débarquement allié de juin 1944. Les forces françaises de l'intérieur gagnaient du terrain et libéraient progressivement le territoire. Dans ce contexte, des unités aériennes françaises se reconstituèrent avec le matériel disponible. En 1944, le premier groupe de chasse des FFI fut formé sous le commandement de Marcel Doré. Cette unité récupéra des Dewoittin 520 qui avaient été abandonnés par les forces allemandes en retraite ou capturés dans des dépôts militaires. Les mécaniciens français remirent en état ces appareils avec les moyens du bord, utilisant des pièces récupérées sur plusieurs chasseurs pour en maintenir quelques-uns en état de vol. Le premier groupe de chasse mena des attaques contre les poches de résistance allemandes qui subsistaient sur la façade atlantique. Ces positions fortifiées, coupées du reste des forces allemandes, continuaient à tenir certains ports stratégiques. Les Dewoittin 520 effectuèrent des missions de reconnaissance et d'appui-feu pour soutenir les opérations terrestres visant à réduire ces poches. Les pilotes français utilisaient leur connaissance approfondie de l'appareil pour compenser les limitations techniques face aux chasseurs allemands plus modernes. Ces opérations se poursuivirent jusqu'à la capitulation finale des dernières garnisons allemandes au printemps 1945. La production totale du Dewoittin 520 atteignit 910 exemplaires lorsque les chaînes de montage s'arrêtèrent définitivement en juin 1944. Ces appareils avaient servi dans au moins 7 forces aériennes différentes sur 3 continents. La France libre utilisa certains chasseurs en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'aviation de Vichy les déploya en Syrie, en Afrique du Nord et en métropole. La Luftwaffe allemande, la Regia Aeronautica italienne, la force aérienne bulgare, l'aviation roumaine et les FFI françaises pilotèrent également cet appareil à différentes périodes du conflit. Cette diversité d'utilisateurs témoignait des qualités intrinsèques du chasseur français,
même si son arrivée tardive et sa production limitée l'empêchèrent de jouer un rôle décisif dans l'issue de la guerre. Après la fin des hostilités en Europe, certains Devoitine 520 restèrent en service dans l'armée de l'air française. Ces appareils furent principalement utilisés pour l'entraînement avancé et la transition des pilotes vers des chasseurs plus modernes. Quelques exemplaires servirent également dans des unités de seconde ligne affectées à la défense territoriale. La France d'après-guerre manquait d'avions modernes et devait utiliser tout le matériel disponible pendant la période de reconstruction de ses forces aériennes. L'armée de l'air française maintint en service ces Devoitine 520 bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces appareils continuèrent à voler dans plusieurs escadrons jusqu'au début des années 50. La France traversait une période difficile de reconstruction et ne disposait pas encore de chasseurs à réaction en nombre suffisant pour équiper toutes ces unités. Les Devoitine 520 restaient donc utiles malgré leur obsolescence croissante face aux avions modernes de l'ère du turboréacteur. Les pilotes français qui avaient appris à maîtriser cet appareil exigeant formaient maintenant la nouvelle génération d'aviateurs sur ces mêmes machines qui avaient combattu pendant toute la durée du conflit. Les appareils survivants nécessitaient un entretien constant. Les cellules avaient accumulé des milliers d'heures de vol dans des conditions souvent difficiles. Les moteurs Hispano-Suiza 12Y45 montraient des signes de fatigue après tant d'années de service intensif. Les mécaniciens devaient effectuer des révisions approfondies pour maintenir la navigabilité de ces chasseurs vieillissants. Les pièces de rechange devenaient de plus en plus rares. Certains ateliers fabriquaient des composants de remplacement pour pallier les manques de stock. D'autres dépouillaient les appareils les plus endommagés pour récupérer les pièces encore utilisables. Cette gestion au jour le jour permettait de garder en vol un nombre limité de Devoitine 520 opérationnels. En 1953, un incident remarquable se produisit. Deux Devoitine 520 s'affrontèrent dans le ciel lors d'un exercice d'entraînement qui dégénéra. Les circonstances exactes de cet engagement restent peu documentées, mais il s'agissait du dernier affrontement connu impliquant ces appareils. 13 ans après leur baptême du feu en mai 1940, les chasseurs français menaient leur ultime combat. Cette année marqua également le retrait définitif du Devoitine 520 du service actif dans l'armée de l'air française. Les derniers exemplaires furent ferraillés ou conservés dans des musées pour témoigner de cette page d'histoire aéronautique. Le bilan opérationnel du Devoitine 520 révélait un paradoxe historique frappant. Sur les 910 appareils produits, seuls 403 avaient été livrés à l'armée de l'air française avant l'armistice de juin 1940. Les 507 autres furent construits sous l'occupation ou capturés par les forces de l'Axe. Cette répartition signifiait que la majorité des Devoitine 520 avaient combattu contre les Alliés plutôt qu'à leur côté. En Syrie, les pilotes vichistes affrontèrent les Britanniques et les Australiens. En Bulgarie, les chasseurs français interceptèrent les bombardiers américains. Même en France occupée, certains appareils servirent dans des unités allemandes. Seule une minorité de Devoitine 520 participa effectivement à la lutte contre l'Axe, principalement avec les forces françaises libres en Afrique du Nord et avec les FFI en 1944. Cette situation inhabituelle découlait directement des circonstances de la création et du déploiement de l'appareil. Le développement trop lent entre 1936 et 1938 avait fait perdre un temps précieux. Les problèmes techniques de refroidissement du moteur avaient encore retardé la production de série. Quand l'invasion allemande commença en mai 1940, seuls 36 chasseurs étaient opérationnels. Ce nombre dérisoire ne pouvait pas influencer significativement le cours de la bataille. Les 400 autres appareils, produits pendant et après la bataille de France, arrivèrent trop tard pour sauver le pays de la défaite. Le gouvernement de Vichy hérita de cette production et l'utilisa selon ses propres objectifs politiques et militaires. Les performances techniques du Devoitine 520 restaient néanmoins remarquables pour son époque. Sa vitesse maximale, de 534 km/h, le plaçait au niveau des meilleurs chasseurs de 1940. Sa maniabilité surpassait celle du Messerschmitt 109 dans les combats tournoyants. Son armement mixte, canon-mitrailleuse, offrait une puissance de feu efficace contre tous les types d'appareils ennemis. Sa construction robuste lui permettait d'encaisser des dégâts importants et de ramener son pilote à la base. Les aviateurs qui maîtrisaient ses particularités de pilotage disposaient d'un outil de combat redoutable.
Les 108 victoires confirmées pendant la bataille de France, probablement 150 au total, contre 85 pertes, démontraient cette efficacité au combat. Cependant, les défauts de l'appareil limitaient son potentiel. Le cockpit reculé réduisait dangereusement la visibilité au sol et causait de nombreux accidents. La complexité du pilotage excluait son utilisation par des aviateurs peu expérimentés. Les jeunes pilotes allemands et italiens, qui tentèrent de le piloter sans formation adéquate, payèrent cette difficulté de leur vie. Le moteur hispano-suiza, bien que puissant, souffrait de problèmes de fiabilité qui nécessitaient un entretien constant et minutieux. L'approvisionnement en pièces détachées constituait un défi permanent pour toutes les forces qui utilisèrent l'appareil, particulièrement loin des centres de production français. L'histoire du Devoitine 520 illustrait les conséquences des retards dans le développement et la production d'armements modernes. La France avait conçu un excellent chasseur capable de rivaliser avec les meilleurs appareils de son temps. Mais les hésitations bureaucratiques, les problèmes techniques et les délais de production transformèrent ce qui aurait dû être un atout majeur en une opportunité manquée. Si les 2350 appareils initialement commandés avaient été disponibles en septembre 1939, la bataille de France aurait pu prendre une tournure différente. Au lieu de cela, le Devoitine 520 devint un symbole de ce qui aurait pu être, un témoignage des capacités industrielles et techniques françaises qui arrivèrent trop tard pour changer le destin du pays. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la soutenir en laissant un commentaire avec votre avis sur cet appareil fascinant. Mettez un like si vous avez apprécié découvrir l'histoire du Devoitine 520. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur l'aviation de la Seconde Guerre mondiale.